Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Aurélie Drouin, cofondatrice de For Factory. Bonjour Aurélie, Bonjour Serge, comment vas-tu? ça va bien. Est-ce que tu pourrais te présenter? Donc je suis Aurélie Drouin, j'ai 36 ans, je vis à Lyon et je suis donc, comme tu l'as dit, la cofondatrice de For Factory. For Factory, on édite des services et applications en ligne. D'accord. Quand est-ce que tu as flippé? J'ai toujours su, c'est un peu la tarte à la crème, j'ai toujours voulu créer mon entreprise, mais ouais, j'avais plein d'idées, mais c'était que des idées en l'air, jusqu'au premier confinement l'année dernière, où on a eu un peu de temps, des soirs et des week-ends qu'il fallait occuper. Et en plus, c'était vraiment une thématique parce que c'est là qu'est né notre premier service qui est Mes Volontés. Donc c'était une idée qu'on avait dans la tête depuis un petit moment. Et là, je pose la question à mon compagnon qui est consultant, qui bosse en indépendant. Si tu fais une forme grave du Covid, que tu pars plusieurs semaines en réa, que nous ne pouvons pas communiquer, qu'est-ce que je dois faire pour ta boîte? Enfin, c'est quoi les mesures d'urgence? Je dois appeler qui, etc. Et c'est de là qu'est née Mes Volontés. On l'a développé en 2 mois de confinement avec l'équipe qui va devenir For Factory. Et voilà, c'est parti. Et ça a été quoi ton parcours jusqu'à monter For Factory? Ça a été plein de choses. J'ai fait une fac d'histoire, donc j'ai un master d'histoire et d'archéologie médiévale qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Après ça, en fait, j'ai été 10 ans collaboratrice politique dans des collectivités territoriales. Et puis j'avais mis un max en fait à 10 ans puisque je voulais pas faire ça toute ma vie, donc j'avais prévenu mon patron. Et j'ai fait un premier virage vers le numérique parce que j'ai été chef de projet pour une plateforme de pédagogie en ligne. C'était entre le CHU d'Amiens et l'université de Picardie. Donc pédagogie en ligne sur le domaine de la santé. Et après, il y a eu For Factory. Justement, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus précisément de For Factory? Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc For Factory, on est 4 associés. Donc il y a Florian, Anthony, Clément, des profils assez divers. Florian et Anthony sont développeurs. Clément est dans le web depuis 25 ans. Il bosse pour créer, être chef de projet dans les logiciels. Et donc c'est un peu notre boîte pour lancer nos propres projets. C'est un peu comme ça qu'on a monté le truc, parce que on a fait Mes Volontés ensemble, que ça a très bien fonctionné. Et on a dit, bon, bah, vu qu'on sait faire les choses ensemble, ça matche bien, on a d'autres idées, on va continuer. De là est né un deuxième projet qui s'appelle Ziplo et qui a été lancé au printemps dernier. Donc voilà, c'est un peu une pouponnière, on a des idées et on se dit, est-ce que c'est utile? Déjà, première question. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça peut marcher? Et dans ce cas-là, on y va. D'accord. Et du coup, vous proposez des prestations pour l'externe avec For Factory? Donc on s'interdit pas de le faire, puisqu'on a les compétences, que ce soit en conseil ou en presta. Pour l'instant, on s'est focalisé sur nos propres projets, mais pour la suite, ouais, on peut très bien le faire. Parce que par exemple sur For Factory, c'est écrit que vous créez des applications qui peuvent être utiles et réfléchies de façon ergonomique. Est-ce que par exemple, ce que tu as pu voir dans ton parcours dans l'administration française, ça t'a donné des points que tu t'es dit c'est pas possible de faire des sites comme ça ou faire des applications SaaS comme ça, va falloir revoir ces éléments-là? Mais c'est exactement pour ça que c'est écrit comme ça sur le site, en fait. En fait, dans donc tout mon parcours dans la fonction publique, c'était, on nous disait il faut absolument utiliser tel outil, parce que pour des raisons de sécurité, etc. Que je comprends parfaitement. Quand on bosse dans un hôpital, c'est une structure sensible et la sécurité est ultra importante. Maintenant, en fait, on peut s'amuser à tordre le bras aux utilisateurs en leur disant je vous jure, cette solution-là, elle est plus sécure. Si elle marche pas ou que c'est fait de façon que ça rend les choses ultra pénibles,
eh ben les gens, ils vont se dire oui, je l'utilise, hein, promis. Hein. Et puis chez eux, en fait, ils vont utiliser leur Google Drive, WeTransfer, etc. Tout ce qu'on leur interdit de faire. Et moi, ce que j'ai vu, par exemple, à l'hôpital, c'est pour le partage de fichiers, les gens s'échangeaient des clés USB. Et donc, en fait, on passe son temps à nettoyer les ordinateurs. Donc, je veux bien qu'on fasse des services français et qui répondent à toutes les réglementations, mais il faut aussi que ça réponde aux besoins des utilisateurs et donc que ce soit simple et efficace. Et pas qu'on ait l'impression de se dire on m'oblige à travailler avec des outils qui, on a l'impression, ils ont 20 ans d'âge en fait. Voilà, c'est dit. Ça répond bien à la question. Justement, tu le disais tout à l'heure, tu as lancé Ziplo. C'est quoi exactement Ziplo? Ziplo, c'est un site sur lequel vous pouvez à la fois transférer des gros fichiers, mais surtout, vous allez pouvoir les déposer pour défendre vos droits d'auteur. Donc nous, avec Ziplo, une fois que vous avez déposé votre fichier, on va vous remettre un certificat qui sera valable en justice pour vous défendre en cas de plagiat ou de contrefaçon. Et ça s'adresse à qui? À tous les créateurs au sens large, et puis on est en train de faire un petit focus sur les éditeurs de logiciels, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin de ce côté-là pour améliorer la façon dont on dépose son code, parce que quand on parle de droit d'auteur, c'est pas juste des auteurs, des dessinateurs, etc. C'est vraiment toute création. Du coup, ça se passe comment? Il y a une preuve de dépôt qui est créée, c'est ça? J'imagine qu'il doit y avoir des normes à respecter, non? Oui, alors on fait quand on reçoit le fichier, nous on va en faire une empreinte. On calcule ce qu'on appelle le hash du fichier. Enfin, on fait plusieurs hash, on fait un peu notre petite sauce là-dessus. Et on fait faire un horodatage certifié. On le fait faire par un tiers qui est reconnu, tiers de confiance de l'État, pour que l'horodatage soit bien reconnu et valable en justice. Et puis on va conserver une copie du fichier entre 3 et 15 ans, ça c'est au choix de l'utilisateur. Parce que la preuve qui est valable en justice, c'est le certificat avec le hash, l'horodatage, mais il faut que ce soit le bon fichier qui corresponde en face, donc il n'est pas question de le perdre ou de le modifier en cours de route. Donc c'est pour ça que nous, on va le geler en fait, en faisant une copie pour le ressortir en cas de besoin. Typiquement, vous digitalisez ce qui avant les auteurs, par exemple, envoyaient avec un timbre et une enveloppe chez... C'est exactement ça, en fait. Il y a l'enveloppe solo de l'INPI. Donc, et puis il y a aussi la société des auteurs, etc. Donc il y a déjà des choses qui existent pour enregistrer. Là, en fait, ce qui va nous différencier, c'est que on peut gérer vraiment du très gros fichier. Aujourd'hui, en fait, quand on fait de la création, vous avez du fichier, enfin que ce soit des graphistes, quand on fait du packaging, ça peut être du format très lourd ou même de la vidéo. Donc ça, faut pouvoir le gérer. Et puis, ça se fait vraiment. On parlait d'ergonomie tout à l'heure, ça se fait en 3 clics. Vous glissez, déposez votre fichier. Vous cliquez déposer, vous vous êtes enregistré et c'est fait. Vous pouvez déclarer également des co-auteurs parce que souvent on travaille en équipe. Donc voilà, et puis on est en train de voir avec les gens qu'on rencontre au fur et à mesure parce que le service a été lancé au mois de mai dernier pour améliorer à chaque fois et que ça colle vraiment aux besoins de l'utilisateur. Donc on écoute de façon très attentive ce que nous disent nos utilisateurs. Et les données sont stockées en France? Oui, alors c'est 100% français. C'est pas juste stocké en France, c'est chez un hébergeur français. On répond donc évidemment tout ce qui est réglementation RGPD. Et puis on a poussé, on a un certificat, ce qu'on appelle RGS, pour vraiment répondre être dans les clous de toutes les réglementations et qu'on puisse être utilisé par des collectivités, des services publics. On a poussé le vice jusqu'au bout, si je peux dire. C'est écrit sur le site, c'est intéressant que Ziplo est Privacy by Design. En quoi c'est un élément important dans la sécurité des données? Le RGPD, c'est quand même une donnée, c'est quelque chose d'important maintenant. Les utilisateurs sont très sensibles à l'utilisation de leurs données. 2, les entreprises qui peuvent utiliser Ziplo vont être très sensibles parce que on est tous soumis au RGPD. Donc nous on veut afficher que on le respecte, il n'y a pas de problème et que nos utilisateurs n'ont pas de crainte à avoir là-dessus.
Tu as créé aussi une autre entreprise, enfin un autre projet qui s'appelle Mes Volontés. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu as raconté l'histoire, du coup ça permet quoi exactement? Mes volontés, c'est un site sécurisé sur lequel vous allez pouvoir laisser des données, des informations importantes qu'on délivre aux personnes que vous indiquez en cas de décès ou d'incapacité. Donc les informations qu'on laisse sont des informations soit personnelles, donc dernière volonté comme son nom l'indique, mais aussi les codes d'accès, la liste de vos comptes et placements, etc. Des informations aussi professionnelles, des instructions, comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est qu'on puisse reprendre la main en cas d'accident. Avant, on fouillait des tiroirs et puis selon comment c'était rangé, on finissait par trouver plus ou moins d'informations. Maintenant, en fait, si vous avez le téléphone ou un ordinateur et une boîte mail, mais que vous pouvez pas y accéder alors que toutes les infos sont là-dessus, vous êtes plutôt bloqué en fait. Donc on a vu qu'il y avait un trou noir sur la gestion de la vie numérique en cas de pépin côté utilisateur, que ce soit temporaire ou définitif. Et c'est quoi typiquement les informations que l'utilisateur sauvegarde dessus? Il y a des informations très importantes, je le disais, c'est l'accès à l'ordinateur, à la boîte mail pour aller trouver des informations, mais aussi quand il va falloir aller clôturer des comptes ou changer des mots de passe, vous avez besoin, ça passe par votre boîte mail par exemple. On a chacun entre 100 et 150 comptes en ligne. Tous sont pas importants, mais l'accès à votre compte Amélie pour avoir une quittance EDF, maintenant tout est en ligne en fait. L'accès à votre mutuelle, voilà. Donc c'est vraiment ce genre d'infos pratiques. C'est aussi, on parle des réseaux sociaux, ça peut paraître trivial, mais que ce soit pour le côté personnel, aller récupérer des photos de famille, qui maintenant les gens utilisent Facebook comme des albums de famille qui partagent entre eux. C'est l'utilisation en fait. Mais pour les pros, maintenant Facebook c'est devenu votre boutique en ligne. Donc si vous arrive un pépin même momentané, allez prévenir vos clients, ça va passer via Messenger ou Instagram. Si on n'a pas accès à ça, on peut pas le faire. Donc voilà, c'est vraiment comment on gère toute la vie dématérialisée qui se développe, et ça va devenir, à mon avis, de plus en plus important en fait, toute cette vie et cette identité numérique. On parle beaucoup de métaverse avec Facebook, mais donc voilà, c'est ne pas laisser ces données en pâture et stagnation le jour où on n'est plus là, quoi. Quoi ça diffère par exemple d'un testament qu'on peut laisser chez le notaire? C'est vraiment ce côté où on peut regrouper toutes les informations, par exemple bancaires, réseaux sociaux? Ouais, alors nous on vient en fait en complément des notaires. Le notaire, le testament, déjà vous ne l'ouvrez qu'en cas de décès. Nous on peut être là en cas de coma, réanimation, quand l'utilisateur ne peut plus communiquer vraiment avec ses proches. Et puis en cas de décès, on n'ouvre pas le testament forcément tout de suite. Et le notaire, pour l'instant, ne gère pas toute cette vie numérique. Nous, on est vraiment sur de l'information pratique pour soulager les proches à ce moment-là. Le notaire peut également être destinataire des informations pour avoir une mise à jour. On parlait de finances tout à l'heure. Si vous mettez à jour vos assurances vie, vos contrats, etc., que vos proches soient au courant. Oui, il y avait une assurance obsèque, j'ai pas besoin d'avancer les frais, par exemple, parce que ça arrive tout le temps, en fait. Oui, il y avait une assurance vie, tout n'était pas dans la banque principale, il y en avait, voilà. Ou alors il a été expat, donc il a eu des comptes à l'étranger et je sais qu'ils existent. Oui, il avait des NFT et des crypto-monnaies. Non, mais aujourd'hui, c'est aussi ces questions-là, en fait. Donc voilà, si vous ne voulez pas que tous vos bitcoins soient perdus, il faut pouvoir transmettre le mot de passe, la clé, à vos héritiers, et donc voilà. C'est marrant parce qu'en regardant les 2 projets, il y a comme une forte, il y a vraiment quelque chose de fort qui ressort, c'est vraiment la protection des données dans les 2 projets. Pourquoi cette thématique-là? Je me suis pas dit tiens, lançons ForFactory et mettons-nous sur la protection des données. Il se trouve que en fait, voilà, c'est
À chaque fois où on s'est retrouvés, que ce soit pour mes volontés, où je le disais tout à l'heure, ça a été vraiment un cas concret où j'ai posé la question, bon alors qu'est-ce qu'on fait, ça existe pas, il faut peut-être créer un truc là-dessus. Ziplo, c'est pareil, dans mon boulot à l'université, là. Ah bah attends, là il manque peut-être quelque chose et il se trouve que ça a été sur cette même thématique. Il se trouve que ça nous arrange parce que lancer 2 projets comme ça, presque en parallèle, ça peut faire peur, mais en fait, il y a une logique et technologique puisqu'on utilise des briques de l'un ou de l'autre pour développer les 2 projets. Et du coup, thématique, puisque voilà, c'est effectivement sur conservation et transmission des données en fait. Pareil pour Ziplo, là pour l'instant on fait, je le disais, de la preuve de dépôt. On va aussi aller vers ce qu'on appelle de l'antiercement, ce qui est du séquestre. Donc en fait, garder, on parlait d'éditeurs de logiciels, on garde copie du code et si jamais un homme clé s'en va ou la boîte met la clé sous la porte, les clients doivent pouvoir récupérer le code pour continuer. Voilà. Là, on retrouve un peu de ce qu'on fait avec mes volontés sur la transmission d'infos de façon confidentielle et sécurisée. Donc voilà, c'est peut-être le hasard qui a fait que, mais maintenant, on travaille plutôt dans cette voie-là. Et tu penses que c'est une des problématiques ou un des enjeux des prochaines années, justement, cette protection des données, cette sécurisation des données? Oui, évidemment. Enfin, quand on voit, enfin, les thématiques du moment, c'est souveraineté et sécurité. Sécurité parce que le nombre d'attaques est assez hallucinante et voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas une grosse entreprise que vous ne serez pas attaqué, ils attaquent vraiment tout le monde. Donc la conservation de vos données, pouvoir les récupérer en cas de problème, c'est très important. La souveraineté aussi. Parce que on peut, en ce moment, on dit il faut faire du made in France, il faut avoir des outils qui ne sont, enfin voilà, face aux GAFAM comme on dit, etc. Faut pouvoir, voilà, la preuve de dépôt, preuve d'antériorité, la propriété intellectuelle, ça va ensemble. Donc c'est une thématique assez importante, ouais. Il y a un élément sur Diziplo aussi qui m'a marqué parce que vous avez écrit dans une des dernières parties que même si vous disparaissiez, les informations seraient conservées grâce à la blockchain. Alors sur la blockchain, pour être tout à fait précise, c'est pas le document lui-même qui est conservé, on garde pas le document dans la blockchain. Par contre, on va marquer les informations qu'on a dans le certificat en fait sur la blockchain pour effectivement que ça puisse être conservé de façon décentralisée et voilà, pour nous c'est une deuxième on va continuer à faire l'horodatage certifié en plus de la blockchain. Donc ce sont 2 systèmes parallèles pour valider le fichier. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme une serial entrepreneuse? C'est un peu tôt pour le dire. Au bout dans plusieurs années, on en reparlera. Au bout d'un an, c'est peut-être un peu prématuré, mais je me vois plutôt en créatrice plutôt que en développeuse, on va dire. Évidemment, ces 2 projets, on les a pas juste créés. Là, on veut effectivement les développer, etc. Après, selon comment ils vont grandir l'un et l'autre, je ne sais pas quelle sera la suite. Mais je veux pas m'interdire d'avoir d'autres idées et de pouvoir essayer de les développer ensuite, parce que voilà, des idées, on en a plein. Et encore une fois, si c'est utile et si c'est faisable, dans ce cas-là, on y va. C'est plus une image de gestionnaire? Ouais, je sais pas. C'est peut-être parce que je n'en suis qu'au stade de la création. Peut-être que voir grandir mes produits, ce sera super aussi. Hein. Je ne sais. À ce moment-là, je dirais serial entrepreneuse. Est-ce que tu aurais une start-up à faire découvrir? Ou une entreprise ou un projet à faire découvrir? Je vais en profiter parce que c'est des copains, mais j'adore parce qu'ils sont complètement fous. C'est la Loupe Aix-Marseille. Donc là, c'est un autre sujet, on est sur du transport. En fait, ils en ont marre d'être dans les bouchons dans l'agglomération Aix-Marseille. Ils font pas exactement la loupe de Elon Musk. C'est sur des voies dédiées, des petits véhicules autonomes. Ils sont en train de porter ça.
Je trouve ça super gonflé face à des collectivités, face à des géants du transport. Je pense qu'ils vont y arriver, mais regardez un peu ce projet et qui sera pas valable que sur Aix-Marseille, parce que je pense qu'il est dans plein d'autres agglos va pouvoir être utilisé et c'est bien qu'ils fassent ça. Merci beaucoup Aurélie. Avant de se quitter, une dernière question. Le prochain grand flip, c'est pour quand? Ah, je sais pas. On a quand même des beaux trucs qui arrivent là prochainement. On est en train de finaliser une levée de fonds sur mes volontés. Et pour Ziplo, on a encore quelques développements à faire assez sympas pour justement pour les éditeurs de logiciels. Voilà, donc affaire à suivre. Suivez Ziplo et vous verrez. Merci beaucoup Aurélie d'avoir participé à Flip. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?